Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de couture. Au début du printemps, nous avions prévu une sortie à thème en 1860. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de cette journée, je vous la mets en haut à droite dans le petit i qui s'affiche à l'instant. Et pour cela, il me fallait une robe légère, comme nous allons être en extérieur et surtout en été. J'ai donc commencé à faire quelques recherches afin de savoir ce qui se portait à l'époque. Allez, c'est parti pour un petit cours d'histoire de la mode en 1860. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est qu'à ce moment, l'étiquette veut que les femmes se changent plusieurs fois par jour. Cela nous mène donc à des robes à transformation qui sont en fait 3 tenues en une. On enlève le caraco puis les manches pour avoir à la fin une robe de bal. Si nous suivons donc l'étiquette, chose qui n'est pas facile car il y a beaucoup de points à respecter, j'en ai conclu que nous allons être en représentation d'après-midi et je considérais cette représentation comme une sorte de promenade. Je suis donc partie sur la création d'une robe en coton blanc et brodé. Comme on le voit dans les peintures impressionnistes, les robes françaises étaient portées à l'extérieur dans les parcs et pour les promenades d'été. C'était également la mode à ce moment de porter une chemise en haut et une jupe d'une autre couleur en bas. Le corsage de jour comporte des manches tombantes placées dans une emmanchure sous l'épaule naturelle. Sur certaines gravures, on peut apercevoir une ceinture qui permet de relever le tissu pour éviter qu'il ne traîne lors des balades. Pour la coupe du haut, c'est une blouse dite Garibaldi qui est en fait l'ancêtre direct de la blouse féminine moderne. Pour vous la faire assez courte, Giuseppe Garibaldi était un héros populaire italien lors de la campagne de l'expédition des Mille en 1860. Ses partisans volontaires étaient connus sous le nom de chemise rouge car ils ne pouvaient pas se permettre des uniformes complets. La mode de la chemise Garibaldi a ensuite été initiée par l'impératrice Eugénie de France. D'après les gravures, il y a toutes sortes de broderies, en général sur la jupe et sur la blouse. Les noms associés à ces robes varient. On peut retrouver une robe jardinière, une robe d'été ou une robe impératrice avec une veste zouave. On retrouve aussi sur beaucoup de robes, qu'elles soient de promenade ou autres, ces motifs qui personnellement me font penser à la Grèce. J'ai cherché et je n'ai toujours pas trouvé d'explication, si ce n'est une envie entre guillemets de voyage et d'ailleurs, qui est assez typique de ces années où les pays étrangers sont toujours entre guillemets inspirants, intrigants et fascinants. Bon, c'était une longue explication. Mais maintenant, vous en savez un peu plus sur cette période et pourquoi j'ai choisi ce type de robe. Ah oui, et au fait, j'ai failli oublier pour le motif, j'ai voulu recréer cette robe que j'ai vue lors de notre sortie au Val-de-Loire. Je trouvais la robe tout simplement magnifique et je me suis dit que ça serait une parfaite occasion pour cette sortie. Pour la blouse, j'ai utilisé le patron de Butérick, numéro B5831. Le patron est simple, il n'y a que 3 pièces à découper. Sur l'avant de la blouse, il est mentionné de faire 3 rangées de fronces afin de donner une meilleure forme à la blouse. Cette partie n'a pas été très compliquée à faire et après avoir tout ajusté, je me suis lancée dans la réalisation du patron pour la broderie. Du fait de mon travail, j'ai quelques notions en graphisme et cette étape n'a pas été compliquée pour moi, mais vous pouvez trouver des patrons de broderie dans d'anciens magazines. De mon côté, j'ai décalqué la broderie sur Illustrator. Depuis les photos que j'avais réalisées, j'ajuste le graphisme afin que tout soit à peu près bien parfait. Et ensuite, j'ai imprimé le dessin en tailles différentes pour pouvoir tester les différentes tailles afin de voir quelle variation allait le mieux sur la blouse. Une fois que je me suis mise d'accord sur la taille d'un dessin, j'ai réalisé le pli de la future boutonnière afin d'avoir un repère visuel
Pour ça, je ne me suis pas vraiment embêtée, je l'ai fait à la machine, car oui, le maître mot de cette robe, c'est pas d'épaisseur et surtout pas de baleine. Une fois que vous avez votre marge pour les futurs boutons, il suffit de glisser votre patron de broderie en dessous et de venir décalquer avec un crayon. Donc le mieux c'est de ne pas avoir un crayon à papier comme moi, mais plutôt un crayon qui va pouvoir s'effacer par la suite. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à broder votre blouse. Deux choix s'offrent à vous, soit vous avez une machine et là vous irez bien plus vite, soit vous n'en avez pas comme moi et dans ces cas-là, il va falloir tout faire à la main. Bon alors je peux vous dire, les 2 premiers jours, vous avez une petite bougie et une musique d'ambiance, vous brodez à la fenêtre comme dans les films, rêveuse qu'un monsieur Darcy apparaisse. Mais je peux vous assurer qu'à partir du 3e jour, vous êtes juste en pyjama à vous demander pourquoi vous avez commencé à faire ça. Et au bout d'une semaine, vous commencez sérieusement à envisager l'achat d'une brodeuse. J'ai personnellement dû mettre 2 jours à peu près pour chacune des broderies sur la blouse. C'est donc quelques jours plus tard que je vous retrouve pour le choix des boutons. J'en avais 2 sortes noirs, ils ne sont pas vraiment d'époque car ils m'ont l'air un peu en plastique, mais je n'avais que ça sous la main et finalement celui que j'avais n'était pas trop mal. Et comme d'habitude, j'ai fait toute la boutonnière à la main parce que je n'ai toujours pas confiance en ma machine. Mais ça va, j'aime plutôt faire ça contrairement à la broderie. Puis je me suis attaquée à la confection des poignets et de la broderie qui allait avec. J'ai pris quelques libertés concernant mon inspiration de base et je suis partie sur une illustration trouvée dans une page de livre. Je trouve que ça me correspondait plutôt bien, donc je suis repartie pour broder par 2 fois ce modèle puisque j'ai 2 poignets. Et pour cela, je voulais quelque chose de très fin, donc j'ai choisi un fil de couture tout simple que je n'ai pas doublé. Petite astuce, j'ai mis ma première broderie en visuel, comme ça je pourrais faire quelque chose d'assez symétrique et c'était plus rapide que de regarder tout le temps ma feuille de patron. Une fois votre aventure de broderie terminée, il va falloir doubler le tissu. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit de couper de la même taille une autre bande de coton et de les accrocher, sauf sur la partie du haut, puisque cette partie sera cousue directement à la manche. Ici, c'est à titre d'exemple pour vous montrer le rendu une fois qu'il sera cousu. Du coup, ne paniquez pas, j'ai passé un coup de fer à repasser sur les coutures juste après.
Ensuite, je me suis attaquée aux manches et là, rien de plus simple, il suffit de froncer le haut et le bas et de coudre ensemble votre pièce de tissu. Vous devriez avoir une sorte de bonbonne un peu comme ça. Faites juste attention de ne pas coudre jusqu'au bas de votre pièce. Cette encoche de moins de 10 cm va permettre d'enfiler plus facilement votre blouse parce qu'en fait il faut que le poignet soit bien serré, donc il faut une sorte de marge de couture pour pouvoir enfiler correctement la blouse. Au niveau de l'esthétisme, 2 options s'offrent à vous. Soit vous avez bien calculé votre longueur de tissu et vous pouvez coudre des boutons avec des trous, soit vous êtes comme moi et vous n'avez pas pris en compte la marge de couture et vous vous retrouvez avec un poignet qui se ferme genre tout juste. Du coup, pas de panique, vous pouvez toujours coudre des boutons, mais il vous faudra faire des attaches, soit comme celle-ci que j'ai mis pour pouvoir l'enfiler, soit avec des petits élastiques. De mon côté, comme je n'avais pas prévu ça, j'ai rapidement cousu des élastiques en dessous, mais si vous prévoyez cette option, je vous conseille vivement de le faire avant de coudre vos bandes de poignet et en fait de les incorporer directement entre votre doublure et votre broderie parce que du coup ça fera un peu plus joli que ce que j'ai fait là. Je me suis ensuite attaquée à la création d'un jupon afin de camoufler les anneaux de ma crinoline. Ces 2 rectangles que j'ai froncés ensemble et comme il me restait pas mal de longueur entre le sol et ma crinoline, j'ai découpé à peu près 50 cm en hauteur que j'ai ensuite réutilisé pour faire des fronces tout au long du jupon. Et ne sous-estimez pas cette étape qui demande beaucoup de métrage de tissu. Puis j'ai accroché ma ceinture et j'ai fait un bouton à l'arrière pour que ce soit bien stable. Et enfin, j'ai attaqué avec le design de la jupe qui va être par-dessus mon jupon. Et je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Sur l'image d'inspiration, il y a 4 bandes de broderie, donc devant et à l'arrière et 2 sur les côtés. Pour réaliser une seule bande, j'ai mis plus de 5 jours en y travaillant comme une acharnée. Et avec en plus donc les 4 mètres de motifs du bas qui font donc tout le tour de la crinoline, j'ai mis environ plus de 2 semaines et demie à broder les motifs du bas et uniquement les 2 bandes des côtés. Je n'ai pas eu le temps de terminer mes broderies pour le jour de l'événement et en fait je ne sais pas si j'arriverai à finir cette robe un jour. Complètement démotivée et quand je vois mon inspiration de base et la mienne, je trouve en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je trouve qu'en fait c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait et j'avoue que je suis un peu déçue de mon rendu et c'est d'ailleurs la première robe que je vais vous présenter entre guillemets pas vraiment terminée au niveau des broderies. C'est comme ça qu'on apprend et je pense surtout que je vais m'acheter une brodeuse. Allez, je vous laisse quand même avec quelques images du rendu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.